l'instruction donnée par Mehdi Moroz, qui, vous le savez, est le fils de Max Moroz, vous savez, parce que c'est une famille. Il a dit bonne émission. Ok, on est d'accord, bonne émission. On peut lui répondre. Oui, répondez. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour Daniel. Bonjour à tout le monde. Ravi qu'on soit au complet. Et ravi parce que commence une période qui est celle du Festival de Fort-de-France. Donc par conséquent, je suis ravi. Ça a commencé ouverture officielle jeudi, mais le Cénacle avait commencé mercredi, donc jusqu'au 23 juillet. Et il y a pour tous les goûts, vraiment, suivez les programmes, c'est intéressant. Et deuxième chose, très rapidement, moi je suis très inquiète de l'évolution prévisible de la Cour suprême des États-Unis avec la fin de la discrimination positive et après la politique sur l'avortement. Je trouve qu'on file un mauvais coton de ce côté-là. Emmanuel. Bonjour Gérard, bonjour tout le monde, bonjour les chers amis téléspectateurs, donc ravi d'être avec vous une nouvelle fois. Non, simplement un petit clin d'œil à notre belle jeunesse martiniquaise. Il y a 2 jours la remise des prix de la Bourse Alizée, oui. Où là on a pu assister à un concentré de jeune intelligence, de pétillance martiniquaise. C'était agréable, c'était réjouissant, et donc ça nous donne confiance en l'avenir du pays. Des jeunes qui, je l'espère, reviendront dans 5-6 ans quand ils auront fini leurs études, à condition qu'il y ait des conditions d'accueil. Enfin, on ne va pas faire des sujets comme ça en se disant bonjour. Eddie. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous aussi. Écoutez, c'est un moment de partage, de convivialité, à la fois avec vous et puis avec les Martiniquais, ce qui nous le rend bien. Oui. Ils nous disent de faire attention quand on traverse dans la rue, de ne pas dire trop de choses difficiles, etc. Je voudrais féliciter, alors ça m'arrive très rarement, mais je voudrais féliciter les équipes de la CTM qui ont travaillé au très délicat dossier de l'intégration dans le CARICOM. Donc, comme vous le savez, la Martinique va être État associé à la CARICOM, comme le sont toutes les ex-colonies. Il y a Anguilla, il y a Turks et Caicos, etc. Il y a Curaçao qui rentre également. Et alors, les gens m'ont interrogé, je me disais, mais Bouguissa, il y a un élément qui est très important, c'est qu'en étant État associé au CARICOM, beaucoup de marchandises martiniquaises vont enfin pouvoir rentrer dans les marchés caribéens sans droit de douane. C'est pas mal. Et vice-versa. Oui, il ne faut pas oublier le vice-versa. Bonjour Christian. Bonjour. Eh bien, écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon le plaisir que j'ai eu la semaine dernière de recevoir d'une petite manifestation que j'ai organisée, le célèbre Eddie Marajo. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça a montré aux gens que je fréquentais des gens de grande... Ça a honoré ta journée. Jingle, l'actualité. Revenons sur terre et plus précisément dans les geôles de France. Un nouveau record historique de détenus dans les prisons françaises. Au 1er juin, 73 699 personnes étaient incarcérées en France dans 10 établissements. Et Daniel va vous disséquer cette situation horrible sur le plan des droits de l'homme. Oui, alors pourquoi nous parlons de surpopulation carcérale? C'est parce que le nombre de détenus est bien plus important que le nombre de places disponibles. Bon, à peu près 74 000, tu as dit, 60 000 places de prison disponibles. Et cette situation fait que les conditions de détention sont épouvantables dans des établissements qui, au surplus, sont dans un état qui est de vétusté, d'entretien. Et cela fait que la France a déjà eu l'occasion de se faire condamner par la Cour de justice et en 2020, et je fais un petit salut aux confrères du barreau de Martinique parce qu'ils avaient initié une procédure concernant Ducos qui a abouti. Donc, c'est une réalité. Alors, ce qui est très comment dirais-je, dans la fiche que Gérard nous a envoyée, il nous dit ce que ChatGPT, si on interroge ce que ChatGPT dit. Et ChatGPT, on sait déjà, Emmanuel en a souvent parlé, il est capable de faire une excellente synthèse. Oui. Et il fait une excellente synthèse en donnant les causes. Par exemple, il dit, il y a une augmentation de la délinquance, donc il y a une augmentation des arrestations, donc il y a une augmentation des condamnations sur population carcérale.
ou bien on n'a pas essayé suffisamment en amont d'utiliser des politiques alternatives, parce qu'on sait par exemple que le travail d'intérêt général, on essaye, mais ça ne marche pas toujours. Donc ça conduit à la surpopulation. Ou bien il y a des lois qui prévoient une peine plus longue pour un délit ou pour un crime. Donc les mêmes personnes vont rester plus longtemps en prison. Et la situation, la politique de zéro, on ne passe sur rien, fait qu'il y aura plus de gens. Donc le constat, il est là. Alors, le garde des Sceaux qui a été interrogé, il répond, mais écoutez, moi j'ai bien compris l'urgence du problème, et c'est d'ailleurs pourquoi dans le programme sur la justice que j'ai préconisé, je prévois la création de 15 000 places supplémentaires en prison d'ici 2027. Donc, par conséquent, en admettant qu'il n'y ait pas trop, jusqu'à 2027 de condamnation, théoriquement, on va un peu arriver en équilibre. Et puis, dit-il aussi, j'ai mis en place un dispositif qui est rentré en vigueur en début d'année, qui fait qu'on peut ressortir plus tôt en prison pour des personnes qui ont des courtes peines, et donc ça pourra désengorger. Alors, juste pour terminer, on va voir, mais on a l'impression que ce n'est pas vraiment ce qui va régler la question. Et là, ChatGPT ne peut pas nous aider. Il faut un peu réfléchir pour savoir, peut-être qu'il faut trouver la notion de peine, doit être peut-être examinée, parce que peut-être que le tour carcéral n'est pas forcément la peine qui convient. Il y a peut-être des délits et des crimes qui peuvent être punis différemment. Et dans les amorces de solutions, je n'ai pas encore trop vu la réflexion sur savoir, y a-t-il d'autres alternatives à la prison et quelles peines pourraient être adaptées. C'est un vaste chantier sur lequel nous allons sûrement revenir. Je crois que la question essentielle, c'est une question de moyens. Parce que les méthodes, on les connaît, les pays nordiques, les pays de la Suède. C'est un des aspects. C'est l'un des aspects, mais c'est aussi l'aspect fondamental, et puis le manque de respect pour la personne humaine. Quelqu'un qui a failli, quelqu'un qui a été condamné, il ajole. C'est ça reste dit en français, ça reste dans la pensée commune. À qui nous mis à Dessina, il est essentiel de repenser l'architecture financière internationale. Alors voilà un sujet qui est excessivement complexe, qui est tough, qui est difficile. Et moi, j'aime bien donner ces choses-là à Eddy. Ça l'oblige à rester au moins 10 minutes, parce que pour les choses les plus complexes, nous restons 4-5 heures. Mais l'oblige à rester au moins 10 minutes à regarder un petit peu et à penser à réfléchir à l'émission qu'il va faire avec nous. Parlons un petit peu de ce monsieur, non pas de lui, mais de sa conception de la résolution de l'architecture financière mondiale. Parce que dans le cadre du capitalisme, il dit qu'on peut vraiment améliorer ce système de financement. Je te donne la parole. Ouais, j'aime bien la volonté de Gérard de me déstructurer régulièrement. Oui, absolument. Sur un plan intellectuel, déjà que je ne suis pas bon, donc alors là, ça va se voir. Quel vantard. Alors, ce monsieur, en fait, pour parler clair, dit on ne comprend pas pourquoi les Blancs ont de l'argent et que nous, les Noirs, on n'en a pas. Voilà, grosso modo, en fait, je résume, c'est extrêmement dépouillé, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire pourquoi l'Afrique, entre autres, mais pas que l'Afrique, les régions du tiers-monde. On va dire émergentes. Voilà, pour être poli. Ouais. Enfin, les pays pauvres n'ont pas le droit, n'ont droit qu'à 4 ou 5 des miettes, des subsides, des fonds publics, on va dire ça comme ça. Mais parallèlement, leur dette, parce qu'il faut manger, il faut investir, il faut se développer, leur dette explose et elle change de nature. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que l'essentiel de la dette, il y a 20 ans, était public. Et ce qui faisait l'avantage d'une dette publique, c'est qu'on peut l'effacer. Ouais. C'est-à-dire, pendant que les Martiniquais ne regardent pas, on dit, bon, ou t'es 2, mais 20 millions, bon, finalement, moi 5, et puis nous avons fini, et puis ça, puisque l'argent en question, c'est l'argent des Martiniquais. Donc c'est fini. Bon, et puis entre-temps, pas mal de gens se sont servis. Elle change de nature, elle devient privée. Là, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que c'est des banques, des organismes financiers, des fonds d'investissement, et leur argent, c'est pas l'argent du public, c'est l'argent des investisseurs privés qui mettent des fonds dans ces instances pour que l'argent rapporte. Donc on peut pas effacer ça. Bon. Et donc ces pays deviennent complètement étranglés parce que leur dette privée augmente et les subsides publics qu'ils recevaient s'arrêtent. Bon. On sait que la finance internationale est devenue un produit
d'exportation. C'est devenu un produit d'investissement, de développement, au même titre que le pétrole. C'est une matière première. Ouais. Et c'est la première matière première mondiale. C'est-à-dire que le pétrole à côté, c'est une plaisanterie. Le montant total des avoirs des fonds d'investissement, c'est 145 000 milliards de dollars. Bon. BlackRock, qui est on va dire le fonds d'investissement le plus important du monde, une banque américaine, enfin une banque, fonds d'investissement américain, c'est 10 000 milliards de dollars gérés. Donc, le système, il est bâti autour du postulat suivant. Si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui, vends de l'argent, ne vends pas du pétrole. Or, le problème, c'est que tu vends de l'argent à qui ? Tu ne vas pas vendre de l'argent à des gens qui ont déjà de l'argent. C'est clair. Donc, tu vas vendre de l'argent aux gens qui n'en ont pas. En échange, ils ont peut-être de la matière première, mais là où c'est fantastique, c'est que ceux qui déterminent la valeur de l'argent déterminent aussi la valeur des matières premières. Donc, c'est fini. On est dans une nasse. Autrement dit, le remboursement se fait en fonction de la valeur des revenus que tu as des matières premières et comment on fixe au prix. C'est-à-dire au prix 2 fois. D'accord. Au prix 2 fois. Et là, je pense que les gens comprennent bien. Celui qui te donne l'argent, c'est celui qui t'achète ton produit. Qui fixe le prix. Qui fixe le prix. Et ça, c'est la structure même du système colonial, rappelez-vous. Les béquets étaient complètement embourbés dans l'endettement vis-à-vis des marchands de Nantes. Vous avez utilisé colon, ça passe mieux. Non, mais c'est pourquoi les gens comprennent. Parce que colon, ils ne savent pas ce que c'est un colon. Un béquet, ils savent ce que c'est. Et ça, on n'en parle jamais. Les béquets étaient totalement détenus par les marchands, enfin pour la plupart d'entre eux. Les marchands nantais, bordelais, rochelais, etc. La finance de l'époque. Voilà. Eh bien ça s'est reproduit au niveau mondial. Alors, il y a un petit jeune là, qui s'appelle Adesina, Akinwumi Adesina, c'est le président de la Banque africaine de développement, qui dit il faut changer la finance mondiale. Tu parles. Il change que dalle. On ne peut rien changer. Ça, ce sont des vœux pieux. En réalité, malheureusement pour nous, tout ça est dans une espèce de dialectique historique. C'est-à-dire que ça va changer. Ça a déjà changé, puisque, bon, vous le savez, l'Empire chinois de l'époque, c'est lui qui faisait la loi dans le monde, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'à l'époque, les Français, enfin, qui servaient de Français, à l'époque, ce n'étaient pas des Français vraiment, se battaient avec des épées plus ou moins structurées autour de petits châteaux médiévaux. Et puis, de l'autre côté, il y avait une conquête du monde. Un peu plus tôt, l'Empire égyptien dominait le monde, et derrière, on oublie de dire qu'il y avait de la finance. Alors, j'ai été creuser un peu, mais c'était exactement le même système. Donnez-leur l'argent qui leur permettront de nous acheter des marchandises. Voilà. Le lien de dépendance avec la finance mondiale, il est structurel, ok ? Et il est profondément humain. Donc, je suis désolé de vous décevoir, Gérard, mais ce monsieur émet toute une série de solutions, il y en a 7, mais quand on les prend les unes après les autres, on voit bien leur fragilité pour une raison simple, c'est que tant que l'Empire, au sens global du terme, c'est-à-dire essentiellement les grands pays de l'OCDE, maîtriseront le système financier, qui est celui, tout simplement, d'émettre l'argent, de créer la valeur monétaire, avec une donnée qui est fondamentale, c'est la confiance. Donc en clair, 5% du monde émet de l'argent, dans lequel 95% du monde accorde sa confiance totale. En d'autres termes, les maux, les travers de notre époque, ces vagues de migrants, tout ça va s'arrêter lorsqu'on va mettre un petit peu d'humanité dans tout ça, lorsqu'on va essayer de se réunir avec... On va augmenter un petit peu le prix du cacao, qui est en chute libre ces jours-ci. Malheureusement, non, puisque c'est ça qui est terrible et pervers dans le système. C'est-à-dire que si tu mets de l'humanité dans le système, il s'écroule. Je vais vous expliquer. Il faut qu'il soit méchant. Il est nécessairement méchant, pour une raison simple, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on repart cueillir les cueilleurs-chasseurs. Et puis c'est fini. Le monde s'effondre. On a fait une étude sur qu'est-ce qui arriverait s'il
il y avait 15 000 créations d'emplois en Martinique sur 2 ans. Ah ben, c'est une catastrophe. Embouteillage, Embouteillage, pas de il n'y a crèche. pas de crèche, il n'y a pas de logement, l'eau, il y a le service d'eau, d'électricité, etc. Donc, ils vont comme ça. J'ai jamais vu ça. L'ONU demande à la France de se pencher sur les profonds problèmes de racisme parmi les forces de l'ordre françaises. Il y a deux policiers qui là, il y a deux gendarmes. Donc, si on traite ça, on va voir si là on peut faire quelque chose, parce que je me sentais désespéré de cette émission. C'est un sujet très sensible, hein, Oui. et complexe. Alors, je vais faire comme un célèbre chroniqueur dont j'ai cité le nom. Je vais partir de chiffres, n'est-ce pas? Oui. 91%, alors c'est une étude du Conseil représentatif des associations noires. Du cran. 91% des Noirs ou des Métis interrogés en France disent avoir été victimes de racisme ou de comportements discriminatoires. C'est pas rien. Ouais. Donc, ce qui est traduit par ces chiffres se reflète dans la société, et particulièrement peut-être au sein de la police et des forces de l'ordre. Alors, rapidement quand même, je viens de l'appeler, je me rappelle du tour de Mitterrand où Jacques Chirac. le gars de l'OM, là, Bernard Tapie, avait été nommé ministre de la Ville. Il avait pour ambition de favoriser l'intégration, etc., etc. Et vous vous rappelez aussi l'histoire des émigrés en France, c'est-à-dire qu'on a parqué les gens très souvent à Bondy, voilà. 30 ans plus tard, effectivement, le communautarisme s'est développé. Alors, semble-t-il que l'Angleterre ne connaît pas la même situation, ou l'Allemagne aussi, qui a 10 millions de touristes, soit quand même plus de touristes, d'immigrants, pardonnez-moi, d'émigrés. Oui, l'immigration touristique. Pas de tourisme. Voilà. Mais en tout cas, cette situation a dégénéré beaucoup en France, et on se rend compte aujourd'hui que ces lieux-là sont effectivement les lieux qui sont les plus surveillés par la police, où on considère qu'il y a de la drogue, où on considère qu'il y a beaucoup d'éléments. Alors, on peut se poser deux questions. Déjà, au sein de la police française, au sein même du personnel de l'institution, est-ce qu'il y a de la discrimination? Il y a peut-être des gens qui, en raison de leur origine, n'ont pas les avancements qu'il faut, etc. Et puis, deuxièmement, bien évidemment, vis-à-vis de la population. Voilà. Et à plus forte raison quand il y a des émeutes ou quand il y a des situations sociales, des révoltes sociales, comme il y en a eu il n'y a pas très longtemps, pour l'affaire Naël. C'est vrai que l'ONU, dès qu'il y a eu le déclenchement de ces tumultes, l'ONU a demandé à la France de prendre des dispositions pour s'assurer que, tout en reconnaissant effectivement qu'il y a eu beaucoup de violence au niveau des policiers, l'ONU a demandé à la France de prendre des dispositions pour s'assurer que les choses soient faites en respectant les principes de l'égalité, des principes de proportionnalité, des principes de non-discrimination, de précaution et de responsabilité. Et puis, il y a aussi, de manière plus générale, des mesures diverses qui sont mises en œuvre par rapport à ce problème. Donc, je vais en citer 5. Sensibilisation et formation des agents sur le sujet, puisqu'on a beaucoup reproché à la police de ne pas être formée sur les questions, effectivement, de la diversité. Renforcement des responsabilités des encadrements sur le sujet pour lutter contre les comportements racistes. Diversification du recrutement des agents. Alors, c'est un élément très important parce qu'il faut effectivement faire en sorte que les agents de police correspondent à la diversité de la population. Ça va favoriser effectivement les dialogues entre les communautés et la police. Voilà, et puis éviter toutes les situations discriminatoires. Globalement, voilà quelques enjeux sur lesquels sont bâties les politiques de sensibilisation et d'encadrement des policiers pour pouvoir favoriser un meilleur rapport avec la population et notamment Très bien. les J'ajoute deux petites choses très rapidement. La Cour d'appel a condamné l'État français, nous parlons de la France, pour contrôle discriminatoire à la gare du Nord en 2021. Pour des contrôles qui ont été opérés sur 3 jeunes gens de sexe masculin, d'origine comorienne, malienne et marocaine, qui faisaient partie d'un groupe d'élèves caucasiens et qui, eux, n'ont pas eu de problème, alors qu'aucune personne non issue de minorité visible descendant du même train n'a été contrôlée. Alors, la Cour d'appel a estimé que ce sont des indices de ce que les caractéristiques physiques des personnes contrôlées, notamment origine, âge, sexe, parce qu'il y avait aussi des filles qui n'ont pas été contrôlées, ont été la cause réelle du contrôle et mettent en évidence une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination. On appelle le Paris, c'est pas moins. Bon. Et il y a effectivement un sondage opéré tout récemment, le lundi 3 et mardi 4 juillet de YouGov,
au lendemain des nuits de violence, parce que ça chauffe là-bas, hein, dans le beau pays de France. 19% des sondés jugent que le racisme est largement répandu chez les policiers. 48% estiment qu'il existe effectivement, mais à la marge. C'est peut-être vrai, c'est certainement vrai. En tout, c'est presque 7 Français sur 10 qui considèrent que le racisme est bel et bien présent dans le service de la police, de ce que certains appellent l'Hexagone, d'autres la métropole et d'autres la France. Pesticides, l'État condamné pour carence fautive. L'affaire justice pour le vivant, Mr. Emmanuel. Oui, alors, l'État est condamné pour carence fautive. Donc, c'est un terme que vous allez peut-être pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir nous éclairer, mais l'État n'a pas été apparemment condamné en responsabilité de l'effondrement de la biodiversité. Donc, il y a une petite nuance qu'il faut apporter, mais ça reste une condamnation importante. Donc, ce sont 5 ONG qui se sont mis en collectif pour pouvoir attaquer l'État parce qu'on constate, à juste titre, depuis une trentaine d'années, un effondrement de la biodiversité en France. Plus de 70% d'insectes en moins, la moitié des espèces batraciennes qui disparaissent. Donc on est quand même sur un sujet majeur d'effondrement de la vitalité et de la biodiversité. Et donc ça justifie cette mise au tribunal. L'essentiel étant de considérer que tout ça provient d'un usage abusif de pesticides et que l'État qui définit ces fameux plans phyto ne parvient pas à contenir et à rester dans les objectifs qu'eux-mêmes fixent. Et en fait, l'État a été condamné non pas pour sa politique de traitement agricole ou d'usage des pesticides, mais elle a été condamnée parce qu'elle n'a pas de résultats suffisamment probants qui collent aux objectifs qu'il s'est lui-même fixés dans ses fameux plans. Donc c'est une espèce de condamnation d'insuffisance professionnelle, j'ai envie de dire. C'est un petit peu de ça qu'il s'agit. Et donc avec 2 fautes identifiées, le non-respect des objectifs en matière de réduction de l'usage des pesticides et le non-respect de l'obligation de protection des eaux souterraines. Voilà, avec donc condamnés à 1 euro de dommages et intérêts pour les associations concernées, donc l'enjeu n'est pas financier, mais condamnés surtout à trouver des solutions pour corriger ces déficiences. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agit. Ça reste une condamnation importante sur le plan symbolique, c'est important. Et c'est d'autant plus important que la raison pour laquelle l'État a été attaqué est une raison essentielle. Parce que là, on parle même de raisons existentielles. Quand la biodiversité s'effondre de cette manière, c'est la survie même de l'humanité qui est à la clé. C'est pas anodin. Je lisais une étude que vous avez sans doute déjà vue récemment qui disait que si les abeilles disparaissaient complètement de la Terre, c'est la vie entière qui disparaît. Or, on voit que les populations d'abeilles disparaissent, diminuent de manière impressionnante. Donc là, il y a un vrai... Parce qu'il n'y a pas que les pesticides, il y a aussi l'air. Oui, exactement. Et puis le rôle de la biodiversité des insectes, c'est un rôle, d'abord, c'est un rôle de la chaîne alimentaire essentielle, et puis c'est un rôle de pollinisation, enfin, c'est un rôle d'équilibre de la vie sur Terre. Et voilà, donc les raisons sont réelles. J'ai bien envie de faire un peu le parallèle avec ce qui se passe en Martinique, parce que quand on parle d'une telle condamnation de l'État pour l'usage de pesticides, forcément, on pense à la chlordécone, on pense à cette condamnation qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un non-lieu. Donc ça, je dirais que les juristes ont déjà expliqué sur ce plateau les raisons techniques pour lesquelles le non-lieu... Mais en tout cas, ça oblige à revenir sur ce parallèle et aussi à revenir sur un autre parallèle qui est celui de la biodiversité aussi chez nous. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, qu'il y avait profusion d'insectes, qu'il y avait des courtilias dans les maisons, il y avait des vers de terre qu'on voyait sur les galeries, il y avait des guêpes rouges dans chacune des maisons. Donc, il y avait des libellules, il y avait des papillons jaunes. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on a connues et qu'on a vu disparaître rapidement et de manière assez brutale, notamment dans les années 90-2000. Et là, on a vécu, enfin moi j'ai vécu visuellement cet effondrement de cette biodiversité qui nous environnait.
Mais je suis quand même rassuré parce que depuis une dizaine d'années, je vois revenir cette biodiversité. Et je la vois revenir notamment depuis 2010 à peu près. Et aujourd'hui, elle retrouve le dynamisme qu'elle avait auparavant. Une des explications, c'est notamment, et une fois n'est pas coutume, rendre leur hommage, c'est le fameux plan banane durable qui a consisté à réduire de plus de 70% l'usage des pesticides, qui a consisté à revoir en profondeur les pratiques culturales pour libérer la tension sur les sols, etc., avec les jachères. Et aujourd'hui, si vous allez dans les plantations de bananes, vous verrez des animaux que vous aviez oublié de voir. Vous verrez des vers de terre, vous verrez des courtilières, vous verrez des oiseaux, vous verrez des serpents. Vous verrez enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, ça montre à quel point ces ONG ont eu raison de mettre la pression sur l'État, parce qu'avec des modifications de pratiques bien fléchées, on a du résultat, et la Martinique vient de le démontrer avec notamment le plan banane durable. Quelques réflexions. Vous savez que les moustiques pollinisent également les plantes, les fleurs. Et les mouches. Les mouches également, c'est extraordinaire. Vous savez qu'il n'y a que la femelle, en fait, qui soit que le sexe faible, que l'on dit, qui viennent vous piquer méchamment. Et qui viennent Oui, vous avez remarqué qu'il s'est tourné vers moi parce qu'il croyait que j'allais réagir. Non, non, je vois des dit. Je vois des dit qui te regardent. Vous savez que, et puis vous savez aussi que nous sommes dans une émission, je crois, que celui qui est membre de la communauté béquée, qu'il n'y a pas un seul parent qui soit dans la banane, je le dis en passant, puisse nous parler de ces problèmes de banane. Et j'aime encore comme ça, nous sommes arrivés dans ce cadre à un point d'ouverture d'esprit, de tolérance, d'intelligence, pour qu'on ne dise pas qu'il est en mission, en mission télécommandée par les bananiers qu'il faut quand même travailler. Donne-moi les chiffres, là. Bon, allez, hop, toc, toc, 15 000. 10 000, 15 000. Et puis plus les dérivés... 15 000 personnes. 15 000 personnes. On va dire, on enlève la banane et puis... Il y a une émeute dans les campagnes. Voilà. Je voudrais qu'au petit jingle, vous passez à autre chose, s'il vous plaît. L'économie martiniquaise ne peut plus se passer de l'immigration étrangère. Monsieur... Je vais finir par avoir raison, mine de rien. Oui. Hein? Oui. Surtout que ça vient de Jean-Marc Pardy. Oui. Bon. En clair, la problématique est la suivante. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Pour une fois, il y a un journaliste qui dit... Qui dit la vérité. Non. Ouais, ça. Qui dit clairement ce que les politiques refusent de dire, même pas d'entendre, ils refusent de dire. De dire tranquillement. Ça, c'est pas le combat d'un journaliste. Ça doit pas être le combat d'un journaliste. Effectivement, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il dit alors? Il dit la chose suivante. S'il n'y a pas d'immigration, il n'y a plus d'économie martiniquaise. La Martinique s'arrête. Ça s'arrête. Alors, en France, c'est pareil. Dans tous les pays, tous les grands pays européens, c'est pareil. L'ONU dit, pour sauver l'économie européenne, sur les 10 ans qui viennent, il faudrait 130 millions d'Africains. Enfin, d'immigrés, mais bon, essentiellement d'Afrique. Alors, tu imagines bien que Marine Le Pen a déjà brûlé ce rapport-là 10 fois, mais il revient. Donc, allons dire ça ici. Pour que l'économie martiniquaise puisse se développer, alors moi j'ai essayé de regarder les chiffres, pas compliqué, il faut entre 40 000 et 60 000 immigrés dans les 10 ans qui viennent. Oui. Mais il y en a déjà eu sur les 10 dernières années. De mon point de vue, il y en a environ 45 000 qui sont arrivés. Alors les gens vont bondir, ils vont dire « Ouais, non, mais il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de dire des bêtises. » Non. On parlait des bananiers. Banamart a demandé la régularisation de 1000, au départ c'était 300, mais 300, on n'en aura pas assez. 1000 travailleurs. Haïtiens, enfin pas forcément haïtiens, immigrés qui aujourd'hui sont clandestins. Et donc le préfet a commencé à prendre, et puis je crois qu'il y en a 300, 400 qui ont été... Pour quelle raison? Pour une raison simple. Bien évidemment, la modernisation de l'économie martiniquaise corrélée à la montée en puissance de l'éducation détourne de manière normale les jeunes Martiniquais vers des métiers primaires, donc l'économie primaire, l'agriculture, entre autres, la pêche, etc.
vers des professions. Je peux t'arrêter? Oui. À en croire, Jean-Marc Party, tous les métiers sont en tension. Tous les métiers qui ne soient pas primaires ou secondaires ou que... Oui, ça c'est le début du... J'explique pourquoi. C'est le début du processus. Le début du processus, c'est si je te donne plus d'éducation, tu vas vouloir plus de revenus. Et pour avoir plus de revenus, il faut que tu ailles vers d'autres métiers. Ouais. Très bien. Donc, eh bien, on laisse, avec l'augmentation de ce niveau d'éducation, on laisse tomber un certain nombre de métiers. Prenons un métier tout simple, le métier du BTP. Le technicien du BTP va être martiniquais, mais le manœuvre, celui qui va pousser la brouette, etc., eh ben, le martiniquais ne veut plus faire ce métier-là. Mais la nature a horreur du vide. Le revenu annuel d'un Haïtien, c'est 300 $ par an. Quand il vient ici et qu'il touche 1 200 € net par mois, quand il retourne en Haïti, il est le roi du pétrole. Bon, c'est un peu comment dirais-je, caricatural, mais c'est ça la réalité. Il faut multiplier ça par 1000 ou 2000 et on a une demande exponentielle sur des métiers qui, eux, sont au début des métiers primaires, mais autour et au fur et à mesure, les autres métiers viennent en tension. Il est clair que si vous dites les Martiniquais veulent toujours plus, et c'est parfaitement normal, de revenus, ils montent dans la hiérarchie sociale. Mais la hiérarchie sociale, elle est de forme pyramidale. Hein. Il n'y a pas de place, il n'y a pas 100 000 avocats. Donc ils s'en vont à ce moment-là. Donc, ne trouvant pas de place dans la hiérarchie sociale pointue, ils s'en vont. Et le fait qu'ils s'en aillent libère progressivement de la place pour la deuxième, troisième, quatrième génération d'immigrés. Donc, c'est pas compliqué. Nous sommes les enfants d'immigrés. Tous ici. OK ? Tous. Donc, l'immigration est une donnée fondamentale et structurelle de la Martinique. Donc, regardez ce qui se passe en Guyane. Les Guyanais, ce sont des enfants d'immigrés, en dehors des populations autochtones de base. Tout le continent, parce que les autochtones se sont fait massacrer pour la plupart, bon, sauf en Amérique du Sud, où la proportion de descendants d'autochtones est quand même relativement importante, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais nous sommes les enfants de vagues d'immigration. Donc, ce que Jean-Marc Party dit et qui est essentiel, c'est que les politiques doivent intégrer ça comme un élément de développement et de survie. Et quand les politiques vont dire « je suis favorable à une immigration contrôlée et importante », la Martinique va changer. Parce que, qu'ils le veuillent ou qu'ils le disent ou pas, c'est déjà le cas. J'étais hier dans une réunion à Cap-Nord et je vais la citer parce qu'elle dit la vérité. La maire de Font-Saint-Denis dit la prise en charge de l'agriculture martiniquaise, l'agriculture vivrière, est déjà opérée par les immigrés. Oui, c'est évident. Et bon, il y a des politiques qui disent « ouais, mais bon, on peut faire comme ça ». Elle dit « c'est trop tard ». Et le prochain secteur, ça va être le service à la personne. Exactement. Mais alors, les secteurs qui sont, c'est bien évidemment l'agriculture, notamment l'agriculture vivrière, le BTP, la restauration et le service à la personne. Autrement dit, il faut leur donner la formation qu'il faut pour qu'ils puissent... Il faut leur donner le droit de résider. Déjà, oui, c'est évident. Parce qu'en leur donnant le droit de résider... Ils ont accès à toutes les formations, à tous les circuits. Ça nourrit l'économie. Hein. C'est ça. Ça nourrit l'économie. Et en nourrissant l'économie, on développe l'économie. Donc, on crée des emplois pour les Martiniquais qui sont partis. C'est ça qui est intéressant. Les droits de retour. Mais oui. Pour aller dans ton sens, et sur notamment sur les tensions, tu parlais de la Guyane. J'ai voyagé hier, je revenais de Guadeloupe, avec un acteur important de la grande distribution sur la Guyane, donc propriétaire d'hypermarché. Et il me disait la chose suivante, sur 150 employés que constitue son hypermarché, 150 employés doivent être remplacés chaque année. C'est-à-dire que la durée de vie dans l'emploi en moyenne en Guyane est de moins d'1 an par collaborateur. C'est-à-dire que pour des raisons diverses, ils partent. Et il dit c'est un rythme. Ça veut dire que cette entreprise est en permanence en recrutement, au point qu'ils investissent des sommes complètement hallucinantes pour essayer de tenir leurs
un collaborateur, mais ça montre bien à quel point, et ce phénomène d'ailleurs est toute proportion gardée à peu près le même dans les entreprises de Martinique. Il y a une espèce de défidélisation à l'emploi qui s'accélère. Ça vaut pour tous les et ça devient extrêmement complexe. Et donc ça rajoute aussi de l'eau à ton moulin. On est dans des économies où l'emploi est en tension et où le rapport à l'emploi est très fragile. Petite précision, le taux de chômage martiniquais a battu tous les records de baisse. Il est à son plus bas niveau depuis 15 ans. Exact. C'est terrible, quoi. Et avec donc baisse du chômage et métier en tension. Vous imaginez la problématique? Ouais. C'est un pays excessivement complexe. Et on va s'enfoncer encore plus dans les eaux de la complexité parce que je vais confier à Emmanuel et il dit dans l'ordre qu'ils veulent de nous éclairer sur le port, pas sur le conflit du port. Le conflit du port, c'est un conflit de pouvoir. Et si, oui, en quelque part, en conclusion, est-ce que ce conflit dont nous n'allons pas attaquer les méandres fluctuantes et tumultueuses, est-ce que ce conflit a un sens? Messieurs, à vous. Bon, je lance rapidement, mais je pense que tu seras mieux placé que moi pour aller loin dans l'analyse. Tu es l'homme de la situation. Non, le port, d'abord, c'est un organe essentiel à la vie économique d'un pays. On parle du poumon d'une économie. C'est sans doute vrai. Et c'est certainement un instrument dont les enjeux économiques, politiques sont majeurs. Donc c'est pour ça qu'en effet... Surtout quand tu es une île. Absolument. C'est notre artère vitale essentielle. Donc c'est quelque chose d'important qui est administré aujourd'hui. Alors je vais quand même rappeler comment c'est administré, le fameux grand port maritime de la Martinique. C'est administré par un conseil de surveillance avec différents représentants qui viennent de l'État, qui viennent de la CTM, qui viennent de la ville de Fort-de-France, qui viennent aussi du monde économique, donc des représentants socio-économiques, et qui viennent également des représentants du personnel. Donc tout ça, ça fait un ensemble de gens qui déterminent qui doit présider ce conseil de surveillance et la politique suivie. Et la politique suivie. Donc c'est important de le dire parce que ça montre à quel point, quand on raisonne développement économique, il faut combiner des logiques qui parfois peuvent se mettre en contradiction. Mais c'est tout l'enjeu d'une intelligence collective qui doit impérativement être mise au service de cet instrument. Il a les logiques politiques, il a les logiques économiques, il a les logiques sociales. Donc tout ça, il faut trouver le juste milieu, le bon chemin pour que ce port soit correctement administré et géré. Et puis un directoire qui, lui, est présidé par Jean-Rémy Villageois, qui conduit de manière opérationnelle les destinées du port. Donc voilà de quoi il s'agit. Aujourd'hui, le port de Martinique, il faut bien le dire, est plutôt bien géré, somme toute, puisqu'il a même été, je crois, il a même une distinction forte qui a été reconnue au plan mondial. Il a obtenu le premier rang du classement français de la performance opérationnelle. Donc il y a quand même des titres de gloire qui sont mis au service de la gestion de ce port. Et de la Caraïbe. Et de la Caraïbe, absolument. Et puis, le port est d'autant plus essentiel que les grands trafics s'accélèrent dans la zone Caraïbe, avec notamment l'ouverture du canal de Panama. Donc, c'est important que la Martinique, la Guadeloupe, en tout cas la Martinique pour ce qui nous concerne, capte au mieux le trafic maritime pour pouvoir servir les intérêts économiques du pays. Eddy, ça t'inspire? Oui. J'aime bien Emmanuel parce qu'il est consensuel, il ne touche pas aux problématiques majeures. Je rajouterai un truc sur la composition du conseil de surveillance. Il y a les membres du personnel. Oui, il a dit. Il a dit, mais c'est un élément essentiel. Non, pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé, le port constitue, Emmanuel l'a dit, le poumon économique, tout simplement parce que s'il n'y a pas de port, il n'y a pas de pétrole. Il faut le dire, c'est 70% de la valeur du montant des importations maritimes sont représentées par le pétrole. Et ensuite, il n'y a pas d'équipement, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de voiture, vous n'allez pas avoir de machine, et donc l'économie... Parce que les gens disent, pourquoi je dis ça? Parce que les gens disent le port, c'est la bouffe.
Oui, mais la bouffe, l'aliment ne représente Epsilon. rien du tout sur les tonnages. Donc, quand on est attentif au développement économique, on dit le port, c'est stratégique, le mot revient de manière. Et partout où ça va être stratégique, eh ben, les pouvoirs en place vont vouloir s'en emparer. Parce que grâce au port et grâce à l'aéroport, il ne faut pas oublier l'aéroport, vous pouvez orienter un développement économique. Donc le conflit sur le port est devenu un conflit de personnes, mais au départ, il est un conflit d'équilibre des pouvoirs. Prenons un exemple, la CTM. La CTM a pour fonction de choisir et de définir une politique de développement économique. Ce n'est plus l'État qui fait ça, c'est la CTM. Voilà. Bon, les pauvres mecs là, et nanas de 51, on leur dit ben, maintenant, c'est vous qui développez le pays. Ils disent oui. Ah, je développe le pays avec quoi? J'ai 1,6 milliard de budget et il me reste 250 millions pour développer le pays. Mais frère, vous me prenez pour un imbécile là. Puisque 250 millions d'euros, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires de 3 hypermarchés collés. OK? Donc, c'est quoi? Quels moyens j'ai? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, bon, allons essayer de récupérer les trucs stratégiques qui ont des budgets propres et des ressources propres pour augmenter notre enveloppe et notre capacité de peser sur le développement économique. C'est tout. Donc, il n'est pas normal qu'un truc central auquel participe la CTM, n'est que 2 représentants sur 19. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, Oui, là, tu rentres dans la polémique. Là. Non, je ne rentre pas. Non, mais j'explique ce qui s'est passé. Parce qu'on dit, les gens disent, et puis la communication est tellement mal faite, que c'est un conflit. Non. Quelle que soit la personne qui est présente au sommet du pouvoir politique en Martinique, donc la CTM, elle va vouloir élargir ses bases. Et je viens d'expliquer pourquoi. On peut ne pas développer trop, c'est bon? Si tu veux. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Oui, mais justement, là, je vois qu'on a dressé le débat, on a vu l'opinion d'un économiste, Arrietty, qui explique qu'au fond, ce n'est pas farfelu que de voir... Ah non? Et c'est essentiel. Alors, la façon, la modalité, la façon dont ça a été fait, les coups de menton et tout, ça, c'est notre problème. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut dire, c'est que ça va continuer. Voilà. Il faut que les gens puissent se dire, même si le team n'est pas là, même si Jacques n'est pas là, ça va continuer. Parce que c'est central de on a compris. Respirons avec un petit jingle bien. Alors là, maintenant, on peut y aller, on peut polémiquer, on peut y aller. On va confier ça à Daniel. Patrick Chamoiseau a reçu le prix Marguerite Yourcenar 2023 pour l'ensemble de son œuvre. Oui, je ne vois vraiment pas ce qu'il y aurait matière à polémique là-dedans. Au contraire, justement, on est sorti de la polémique. J'ai plus besoin de te brider, t'écouter faire des signes hors caméra. Allez, vas-y. On est sorti de la vue, justement. Donc, d'abord, Marguerite Yourcenar, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même une écrivain majeure qui a été la première femme à rentrer à l'Académie française, avec un discours historique de Jean d'Ormesson. Et donc, en 1992, il y a eu la décision de créer un prix Marguerite Yourcenar qui est destiné à récompenser un écrivain pour l'ensemble de son œuvre. À la différence des autres prix, ce n'est pas pour l'ensemble. Oui. Et donc, cette année-ci, nous avons le grand plaisir de savoir que c'est Patrick Chamoiseau qui a été donc honoré. Et quand on parle de l'ensemble de l'œuvre, il y a de quoi dire cela, parce que Patrick Chamoiseau est de ces rares écrivains qui ne se contentent pas d'avoir un genre en particulier. Il n'est pas, par exemple, romancier. Il est romancier, mais il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des bandes dessinées, il a écrit des chansons, il a participé à des scénarios, avec Guy Deslauriers notamment. Il a écrit des essais, dont le premier, L'éloge de la créolité, avec Raphaël Confiant et Jean Bernabé, et un certain nombre d'essais avec Édouard Glissant. Et donc, c'est important de dire la palette. Et s'agissant des romanciers, moi, je crois qu'on se souvient peut-être pas, en 86, quand Chronique des Sept Misères est sortie, on a vu l'introduction d'un nouveau langage et d'un nouvel univers.
Même si Chamoiseau, c'est le digne fils d'Édouard Glissant, c'est lui qui le dit souvent, hein, il est très proche d'Édouard Glissant, mais on a senti qu'il y avait l'apport de notre réalité créole qui ressortait dans l'écriture. Et il a fait un certain nombre d'œuvres majeures, Texaco qui a eu le prix Goncourt, il a eu également le dernier dont on a parlé ici, qui est Les Vents du Nord dans les fougères glacées. Donc Patrick Chamoiseau, et je dis pour ceux qui disent de temps en temps, Chamoiseau c'est difficile. Je dis essayez la lecture à voix haute de Chamoiseau et vous allez comme ça découvrir, vous laisser emporter par la poésie et pour terminer, essayez par le Nouteka des Mornes dans Texaco et vous verrez comment vous allez vous approprier notre culture martiniquaise. Vous comprenez pourquoi la direction lui confie le secteur littérature. Jingle pour qu'on passe à la musique. Christian va nous parler d'un groupe assez particulier, moderne et en même temps traditionnel, enfin un mélange de tout, qui s'appelle Delgrès. J'aurai toujours le nez fin de trouver des choses extraordinaires. Je fais de mon mieux. Delgrès. Alors Delgrès, ça nous inspire forcément. Déjà le fort Delgrès, déjà Louis Delgrès, qui a été cet anti-esclavagiste qui avait préféré effectivement se sacrifier, brûler au lieu de se rendre. Effectivement, il y a un gars qui s'appelle Pascal Danaï. On va le voir dans les vidéos qui est d'origine guadeloupéenne, qui pratiquait toute espèce de musique, la musique brésilienne, tout ça. Et puis à un moment donné, il a découvert que sa grand-mère, je crois, il a découvert que la lettre d'affranchissement de sa trisaïeule en 1841. Ouais. Et ça a révélé quelque chose en lui. Ouais. Et puis depuis, il s'est adonné à une musique dont on va découvrir l'originalité. On peut commencer. On peut commencer, d'ailleurs. Elle est guadeloupéenne dans son expression linguistique, créole, mais elle est universelle dans son jeu. C'était joli, ça. Absolument. C'était très joli. Mon préféré, mon saudi. C'est pour faire non, moi bébé aujourd'hui. Moi j'avais ces sangs en moi pour défendre la République. Moi j'avais ces sangs en moi pour défendre la République. Aujourd'hui je confine encore pour fouetter moins plus fort. Et moi je peux pas laisser pour faire. Moi bébé aujourd'hui. Alors, on va tout de suite écouter quelques interviews de lui, mais je vais vous dire simplement que FIP et Télérama ont qualifié ses albums de blues libérateur ou de blues flambé au rhum. Wow. Ça, c'est pas mal. On va écouter ces interviews. Quand j'ai commencé la guitare et que je grattais dans ma chambre à Argenteuil, en banlieue parisienne, souvent je fermais les yeux. Et ce que je voyais, c'était la Louisiane. Alors imaginez ce que j'ai pu ressentir quand on a pu y aller avec Delgrès. Je peux vous refaire la chanson ? Les gens fantasment beaucoup sur cet état de Louisiane. Le bayou, Nouvelle-Orléans, la musique omniprésente et tout. Ben, en fait, c'est vraiment comme ça. Ce que j'adore là-bas, c'est que on est vraiment nous-mêmes. Alors, il a déjà été sélectionné aux Victoires de la musique. Oui. Il a même remporté une victoire avec son groupe brésilien. Et puis, il a tourné avec Jean-Louis Aubert. Vous savez que c'est l'un des artistes qui tourne le plus en France. Hein. Il fait partie des 20 artistes les plus programmés. Mais je vous propose quand même de continuer toujours à le découvrir à travers ses propos, puisqu'il a fait une prestation, il a fait dans le cadre de Culture Box, qu'on vous propose également de regarder. Louis Delgrès, bien qu'étant guadeloupéen d'origine, j'en ai entendu parler très tard dans ma vie.
Quelqu'un d'aussi énorme, du point de vue de l'histoire de mes origines, ignorer son existence pendant aussi longtemps, je trouvais que c'était quelque chose quand même d'assez symptomatique. C'est vrai que Pascal m'a parlé de cet homme-là au tout début du groupe. Et ça a résonné en moi parce que je suis nantais. Et Nantes, c'était le plus gros port négrier. Plus de 500 000 hommes sont partis. Ça a vraiment résonné en moi. C'était quelque chose auquel je n'avais jamais trop pensé. Et ça m'a vraiment touché pour Côte d'Algresse, pour tout ça, pour tout ce qu'on ressent quand on joue ensemble. Qui ne peut pas adhérer à des notions de liberté, de partage? Je suis tombé amoureux quelque part du projet instantanément parce que j'ai eu ma place tout de suite en tant que musicien et j'ai trouvé que l'idée et la façon dont Pascal s'y prend pour amener des textes et pour faire passer un message, c'était juste unique. Alors, Louis Delgrès était un officier de Napoléon Bonaparte, un officier de la Révolution. C'était un Martiniquais qui est mort en Guadeloupe en 1802, au moment où Napoléon a voulu rétablir l'esclavage, puisqu'il a décidé d'entrer en rébellion et de se battre donc, contre à peu près 20 000 hommes qui étaient venus pour rétablir l'esclavage sur l'île. Il a préféré, lui et ses 300 hommes, se donner la mort plutôt que de se rendre. Voilà, donc c'est quelqu'un qui symbolise vraiment la lutte pour la liberté et qui symbolise aussi et surtout l'esprit de la Révolution française, vivre libre ou mourir. Alors, son jeu, ce n'est pas du zouk, ce n'est pas de la biguine, ce n'est pas du ka, mais c'est un langage qui promeut... Qui qualifie le blues. Voilà, Qui qui qualifie qualifie le de blues. Mais toujours basé sur notre esthétique créole. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est génial. Mais qui mélange des guitares, qui mélange des choses extraordinaires. Il a obtenu le prix Charles de Gaulle en 2019. Et puis, comme je l'ai dit, il tourne. Alors, on va écouter aussi un nouvel extrait qui va un petit peu nous donner une idée encore plus précise de son talent et que j'invite bien évidemment les téléspectateurs à écouter parce qu'il y a des musiques. La musique antillaise, ce n'est pas simplement ce qu'on entend tous les jours. Il ne faut pas faire l'effort comme pour Chamoiseau. D'aller plus loin. D'aller plus loin, absolument. Puis la ka tombe, mais moi v'lais danser. Oui, moi v'lais danser. Oui, moi v'lais danser. Oui, moi v'lais danser. Puis la ka tombe, oui, mais oui, moi v'lais danser. Juste en soleil la virée. Voilà, Gérard, je voudrais te remercier de nous permettre de partager Oui, cela. moi je te remercie beaucoup. En voyant ce que je fais, c'est aussi les conférences qu'on fait à Tous Créoles, la participation à ces émissions, je voulais vous dire que je me sens très très bien dans ma peau en tant que créole, issu d'un long périple historique de souffrance et de misère. Et je me dis que s'il n'y avait pas eu ça, comme dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, est-ce que nous aurions eu cette créativité, cette richesse, je vais faire un mot, exagération des choses. Et donc, je sais bien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci tout le monde, la Mehdi, toute la famille, et ceux qui nous regardent, les spectateurs attentifs. Merci, M. Barajo, de nous avoir honorés de votre présence. Merci. À la semaine prochaine.